Voilà, je m'appelle, je suis crypto-mineur et crypto-trader. Je fais tourner la blockchain Ethereum et je spécule un petit peu sur le cours d'une centaine de crypto-monnaies différentes. Notre génération n'a jamais eu autant d'opportunités de découvrir des univers différents. Aujourd'hui, on va rencontrer tout simplement un spécialiste en Bitcoin. Je m'appelle Antoine et bienvenue dans One Real Experience. Nickel. Je pars donc dans le fin fond de la banlieue parisienne afin de rencontrer une personne qui m'a proposé de découvrir l'univers du Bitcoin. Je ne connais rien du principe et j'y vais donc avec zéro préjugé. En arrivant sur place, il m'accueille dans une maison qui ressemble étrangement à celle de Fight Club, avec quelques équipements ultra modernes en plus. Alors en fait, au-delà du concept de mineur, ce qu'il faut d'abord appréhender, c'est le concept qu'est-ce que le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est un registre décentralisé de cash en peer-to-peer. Pour faire plus simple, le Bitcoin, c'est une alternative au système bancaire. Prenons une personne comme vous ou moi. Si je souhaite payer quelqu'un, cela passe le plus souvent par une banque sous forme de carte bancaire, de virement, de chèque, etc. Ainsi, le système économique est centralisé autour de ces institutions, qui peuvent être également des banques centrales, le gouvernement ou le FMI. Cependant, ces institutions possèdent beaucoup de pouvoir et peuvent manipuler les monnaies d'échange à leur guise, et parfois pour l'intérêt personnel d'un petit nombre de personnes. C'est ainsi dans le contexte de la crise de 2008 que le Bitcoin s'est réellement fait connaître. Au lieu de passer par un système central, les individus peuvent se transférer directement du Bitcoin de l'un à l'autre. Comme système de vérification, des ordinateurs possédés par d'autres individus permettent de vérifier les fonds et valider la transaction. Ce réseau crypté pour éviter toute cyberattaque et totalement décentralisé s'appelle la blockchain. Comment ça fonctionne? Toi, par exemple, tu m'envoies une transaction en Bitcoin, dans Ethereum. N'importe quelle crypto-monnaie fonctionne. D'Ethereum, c'est la même chose que Bitcoin. Ouais, en gros, c'est une crypto-monnaie qui est minable par GPU, donc carte graphique, comme je fais là. Donc je t'envoie une transaction en Bitcoin. Tu m'envoies une transaction en Bitcoin. La blockchain, donc tous les ordinateurs doivent vérifier d'abord que tu as bien les fonds nécessaires, par exemple 3 euros, à m'envoyer sur mon compte. Si tu les as pas, la transaction elle est annulée. D'accord. Il n'y a pas de transaction qui est faite. Si tu les as, tous les ordinateurs vont dire effectivement il a bien ce montant dans son compte, et donc du coup on valide la transaction. Une fois que la transaction est validée, eh bien, elle attend juste d'être confirmée. Pour être confirmée, une transaction, il faut qu'en gros, que quand il y a quelqu'un qui trouve un bloc sur la blockchain, il va dire bah voilà, ça c'est la version de la blockchain qui est officielle maintenant, c'est la toute dernière version de la blockchain, et tous les ordinateurs du réseau doivent se copier cette chaîne là. Et à partir de là, on va commencer à refaire un tour des transactions qui sont faites sur le réseau. En fait, je sais pas comment on peut représenter aujourd'hui ce qu'est l'argent, mais c'est quelque chose qui est vachement abstrait. C'est pas de l'or qu'on détient dans des sacs, c'est pas de l'or qui est détenu à la banque non plus. C'est simplement une promesse de remboursement des individus, et que si tout le monde remboursait sa dette, alors il n'y aurait plus du tout d'argent en circulation. C'est un peu le problème actuel de l'argent que le Bitcoin résout en fait. C'est un problème qui est résolu parce qu'il y a une quantité finie en circulation. Il a toutes les caractéristiques de la monnaie, et après il y a juste son développement, faut attendre l'effet de réseau quoi. C'est comme les premiers inscrits sur Facebook, ils pouvaient pas avoir beaucoup de photos de leurs potes. Ils peuvent pas aujourd'hui, les gens qui ont du Bitcoin, ils peuvent pas envoyer à tout le monde parce que les gens n'ont pas encore de wallet. En fait, quand ils ont compris que ça prend 20 secondes à fabriquer un wallet, tu vois, on va le faire ensemble, voilà, ça peut décoller très vite. C'est toujours aussi incroyable à voir, ça chauffe tellement mec, le bruit que ça fait, c'est... Donc là je vais te montrer comment on fait un wallet, c'est hyper ballot. Ce qu'il faut c'est un stylo, un papier et même pas de connexion internet. Tu vois. C'est ça qui est le plus merveilleux. C'est quoi un wallet exactement? Alors c'est... en termes simples. C'est un portefeuille, sauf qu'il n'est pas, entre
entre guillemets à toi. C'est juste un portefeuille complètement aléatoire que personne ne pourra trouver. Et du coup, toi, tu peux l'utiliser pour faire des paiements, mais tu peux en utiliser à l'infini. Tu peux avoir 4 millions de wallets si tu as envie. Si c'est ton kiff de faire des wallets, bon bah tu crées des wallets. C'est un petit emplacement qu'au final tu t'appropries. C'est ça. En fait, c'est un numéro dans la blockchain qui atteste que tu détiens bien les bitcoins qui sont sur ton compte. Ok. Mais si un autre mec qui trouve le même wallet, c'est pas possible d'un point de vue mathématique. En fait, le protocole utilisé, c'est le SHA 256. Et en fait, c'est avec 256 caractères qui sont générés aléatoirement. Ça peut être des majuscules, des minuscules, des chiffres. Et qui fait que t'arrives pas vraiment à... Regarde, là, on va le créer. Donc il y a peu de chances qu'au final tu trouves la même. Ça utilise mes inputs pour faire du random. Ok, donc là t'appuies n'importe comment. Voilà, c'est ça. Une fois que c'est fait, bim. Et ça, c'est offline, hein. C'est-à-dire que c'est pas un truc qui est connecté à l'internet. Tu peux pas te le faire hacker en fait. C'est juste une page web, c'est juste l'algorithme SHA de cryptage. Donc ça, il n'y a pas besoin d'internet pour accéder à ça? Non, il n'y a pas besoin d'internet. Tu peux télécharger la page web, te mettre en offline et générer une adresse. Donc du coup, t'es sûr que ton adresse, elle a jamais touché l'internet. Tu peux jamais te faire hacker quoi. La meilleure façon de pas se faire hacker, c'est de pas aller sur internet. Alors après, tu notes cette clé-là, tu vois, cette clé-là. Ça, c'est l'adresse à laquelle tu peux envoyer tes bitcoins. Et ça, c'est le mot de passe que tu vas devoir utiliser si tu veux les envoyer à partir de... Ça, tu dois le copier-coller, je suppose. Alors ça, tu l'écris sur un bout de papier. Et tu le gardes bien précieusement, ton bout de papier, parce que si tu le perds et que tu as 10 bitcoins là-dessus... Pourquoi tu le mets pas direct sur ton ordi? Parce que l'ordinateur, c'est pas forcément... Tu fais, même sur l'ordi, tu fais attention, même en bloc-notes. Ah non, moi je pars du principe que mon ordi, bon même si je fais attention, je vais pas n'importe où, je pars du principe que mon ordi, il est surveillé d'une manière ou d'une autre par des datas qui peuvent être Microsoft. Totalement. Moi, si je veux trader, moi je passe sous Linux quoi. Là c'est Linux. Et je préfère faire ça pour... Ok. Et Linux, il y a personne qui surveille? Non, Linux, non, Linux, clairement, tu peux pas te faire router. D'accord. Tu peux pas te faire router et c'est un avantage assez indéniable. En fait, c'est comme l'Internet en 92, quoi. On sait que c'est quelque chose de malade. On a découvert une façon de faire complètement différente. Ça, en fait, on est à la préhistoire de l'échange économique, quoi, de l'optimisation des êtres humains les uns avec les autres. En gros, comme dans une fourmilière. Là, il n'y aurait pas des gens qui se feraient la guerre en disant voilà, j'achète du yuan, parce que je pense que le yuan il va baisser face au dollar, et après je rachète du dollar quand le yuan est haut, ou alors l'inverse. Enfin, tu vois, ça c'est le genre de choses qui mettent des gens à la rue quoi.